Céline Alonso. Eh oui, plus de 80 ans après Radio Londres d'André Berkoff et plus de 5 ans surtout après le fameux « Nous sommes en guerre » d'Emmanuel Macron pendant l'épidémie de Covid-19. André, sommes-nous toujours en guerre ? Plus que jamais, on est en guerre à tous les étages, on le sait. Guerre à bas bruit, guerre à haut bruit, de Gaza à l'Ukraine, en passant par le reste. Mais là, nous allons parler du « Nous sommes en guerre » d'Emmanuel Macron. C'était au début de la pandémie du Covid-19. Et pourquoi on en parle ? Parce que nous avons avec nous, vous allez entendre dans un instant, Chloé Framery, qui a publié La Suisse au cœur, biographie d'une résistante des années 2000. Alors, 2020, oui, pourquoi c'est 2020, c'est vrai, ça fait 20, c'est quand même 20 ans plus tard. Et effectivement, Chloé Framery, on va en parler. Ce qui est très intéressant, c'est comment cette mathématicienne, enseignante, s'est retrouvée au cœur, justement, du combat. Et ça s'est passé un peu partout, vous le savez. C'était planétaire, mais en Suisse, comment ça a été vécu ? Et puis elle a rejoint évidemment le mouvement de contestation de la gestion du Covid-19. On va prendre le temps d'en parler, vous allez voir, c'est très passionnant ce qu'elle a à dire dans son livre. Et nous allons parler évidemment de... C'est le verdict va tomber ce soir, mais nous avons avec nous Amaury Bucco, journaliste à Valeurs Actuelles, et qui a suivi le procès de cette affaire absolument terrible, et il va nous raconter les réquisitions de l'avocat général et où on en est et ce que signifie ce procès et cette histoire absolument nauséabonde. Et puis, alors beaucoup plus léger au bon sens du terme, Jean Lassalle. Jean Lassalle, on connaît le politique, on connaît le berger des Pyrénées, on connaît l'homme au béret. Eh bien Jean Lassalle, il est au théâtre à Paris et il fait un malheur avec son one-man show. On va prendre le temps de parler de Jean Lassalle et puis ce seront les huées, les bravos. Et enfin en seconde partie, la culture dans tous ses états comme tous les vendredis. Et là on va parler de quoi ? Et on va parler de censure. On va parler de cette liberté très surveillée, notamment avec l'affaire de la Furia, le magazine de Laurent Oberton, de Papacito et de Marceau, qui est condamné à disparaître des kiosques. Ah bon ? Eh bien, il y a eu beaucoup de choses et de condamnations. Vous savez, c'est un combat permanent. La liberté d'expression est un sport de combat, il faut le savoir, et elle ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Donc, on va prendre le temps d'en parler aussi avec l'avocat Gilbert Collard. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Et le fait du jour aujourd'hui, Chloé Framery, figure emblématique de la résistance citoyenne des années 2020, celle des années Covid-19, qui publie La Suisse au cœur, André Berkoff, un livre coup de poing, le témoignage d'une femme qui a payé le prix fort, on peut dire, pour défendre ses convictions. Bonjour à vous Chloé, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à vous Céline, bonjour à vous André, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors, La Suisse au cœur, biographie d'une résistante des années 2020, Chloé Framery. Alors d'abord, je voulais savoir, vous êtes suisse, en général les Suisses, on les connaît comme neutres, ne s'occupant pas des combats, ils ont beaucoup de choses à faire, c'est le paradis. Quand on arrive en Suisse, on dit il peut rien se passer. Eh ben oui, il se passe aussi, le Covid s'est aussi passé en Suisse, comme dans le monde. Mais ce qui m'intéresse pour raconter... Chloé Framery, vous êtes mathématicienne, vous êtes enseignante de mathématiques, vous êtes journaliste indépendante, vous êtes conférencière, vous êtes occupée de beaucoup de choses, vous avez beaucoup d'engagement. Et je voudrais savoir comment ça s'est passé. On se rappelle tous quand ça a commencé véritablement. Chez nous, le confinement depuis mars 2020, mais on a commencé depuis janvier 2020. On est presque maintenant à 6 ans, janvier 2026. Comment ça s'est passé chez vous ? Comment ça vous est venu, vous, de mathématicienne, etc. Vous vous êtes dit, qu'est-ce qui vous a dit, il faut que j'entre dans ce combat-là, dans cette polémique-là ? Alors ce combat n'est que la suite en fait de tous les autres combats pour la liberté, pour la dignité humaine et pour les droits humains que j'ai commencé en 2012. Et le moment du Covid a été une sorte de consécration de toutes ces mesures liberticides qui se mettaient en place de façon mondiale. D'autant plus que Genève, ma ville, là où je suis née, je suis d'origine française et belge, mais je suis née à Genève, oui. Est le siège, est le lieu où siègent les différentes organisations internationales qui ont mis en place les mesures et les directives autour de cet événement avec le Covid-19. Absolument. L'OMS est à quelques centaines de mètres de chez moi.
l'Alliance Gavi, l'Alliance vaccinale fondée par la fondation Bill et Melinda Gates, est également juste à côté de chez moi. Ah oui, elle est aussi à Genève. Oui. C'est devant cette... Vous avez un excellent voisinage. Voilà, absolument. C'est pour ça que j'y suis de moins en moins, vous remarquerez. Et donc, ayant ces organisations proches de chez moi, le Forum économique mondial également, l'ONU, l'OMM, etc., je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté d'une petite explication de texte devant ces organisations pour que les gens se rendent compte physiquement, matériellement, techniquement de comment ça se passe, de où ça se passe et de quelles sont ces décisions qui sont prises à l'insu de notre plein gré, comme dirait l'autre, sans que ces personnes-là aient été élues, par exemple. À l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus n'a jamais été élu. On a Agnès Buzyn qui a été recyclée, le nombre de personnalités qui ne sont pas élues, on ne va pas parler de la Commission européenne et compagnie, c'est vrai. Effectivement, vous avez votre lot aussi en France et dans l'Union européenne. Mais disons que j'ai dénoncé les traités de libre-échange comme TISA en 2012-2013. J'ai dénoncé vous vous intéressez aux affaires qui vous concernent. Mais je voudrais savoir, justement, en tant que genevoise, comment ça s'est passé à Genève au début. Nous, on sait, par exemple, on se rappelle très bien le 15 mars, je crois que le 14 ou 15 mars, nous avons tous été, ici en France, confinés, obligatoirement confinés, chacun chez soi. Alors, à Genève, comment ça s'est passé ? C'est tout à fait parallèle à ce qui s'est passé en France. Je me souviens qu'on était au restaurant avec un ami le 14 mars, au moment où 2020, les restaurants... Oui, c'est ça. 2020, où les restaurants annonçaient qu'ils fermaient à minuit, il n'y avait plus de restaurants ouverts. Et c'est le même jour, exactement. Le même jour, simultanément. Et le 16, en fait, le 16 mars a été le départ officiel des mesures de liberticide qu'on a connues un peu partout. Mais en Suisse, on n'a pas eu de confinement obligatoire, par exemple. Ah oui, non, mais c'est important. Confinement recommandé pour les personnes âgées et vulnérables. Mais personne n'était obligé de se confiner. Absolument pas. Donc ça nous a laissé une sorte de latitude. C'était recommandé pour qui alors ? Pour les personnes de plus de 65 ans et les personnes qui avaient des maladies un petit peu graves. Mais par contre, les soins étaient empêchés quelque part. Les hôpitaux étaient réfractaires à recevoir des gens, un petit peu comme en France, où il fallait arriver à l'hôpital une fois mourant. Enfin, mais est-ce qu'on vous disait, par exemple, comme nous, écoutez, restez chez vous, prenez du Doliprane, etc. C'est ça. Et venez si en dernier ressort à l'hôpital, quand plus ou moins tout est trop tard. Ouais. Hydroxychloroquine, azithromycine, très difficile de les utiliser de façon... privés, disons. Il y en avait un petit peu dans les hôpitaux. Mais pas décommandés, on ne les attaquait pas de front quand même. C'était moins frontal. C'était moins frontal. Oui. On a laissé plus de liberté quand même aux citoyens. Étant donné que les organisations internationales sont à Genève, je pense que au cœur du cyclone, au cœur du réacteur, ça tourne moins. Et, alors comment en Suisse, parce que comment le public, comment les gens, comment les citoyens ont vécu cela? Ils l'ont vécu comme partout, comme un choc, comme un traumatisme. Le fait que les magasins soient fermés, mais par contre que les tabacs, les McDo, etc., à l'emporter, restent ouverts, ça a paru très, très absurde, très difficile à comprendre, disons. La différence, les deux poids, deux mesures entre les choses. Les établissements fermés et ouverts, c'est ça? Exactement, les assis debout avec le masque, etc. Les gens portaient les masques quand même. Oui, malheureusement, j'ai envie de dire, beaucoup de visages effacés pendant ces années. Mais quand même une sérénité un petit peu plus grande qu'en France où on ne pouvait plus sortir de chez soi, il y a eu les couvre-feux, etc. Nous, on n'a pas eu de couvre-feu. Les gens se sont vaccinés moins qu'en France parce qu'on n'a pas eu non plus de suspension des professionnels aussi massive, aussi institutionnalisée, je dirais, qu'en France. Mais vous n'avez pas eu, par exemple, en Suisse, les soignants qui ne voulaient pas, ou les soignants ou les pompiers et autres qui ne voulaient pas se faire vacciner, n'ont pas été suspendus. Il n'y a pas eu cette loi du 5 août chez nous, mais je sais que dans les compagnies d'aviation, comme chez Suisse, la compagnie... Swissair. Maintenant ça s'appelle Suisse, oui, c'est vrai. Depuis la faillite. La compagnie nationale, il y a eu des licenciements parce que les navigants refusaient de se faire vacciner. Et d'ailleurs, il y a eu des plaintes qui ont été lancées après ça pour licenciement abusif, évidemment. Il y a eu des licenciements, mais il n'y a pas eu de suspension officielle. Pas de suspension sans indemnité, sans un sou, etc. Ouais, d'accord. Au 0826 300 André Berkoff, Merci effectivement. Céline pour rappeler ceux qui veulent nous appeler, évidemment, et Manu est là, et Marie est là. Mais dites-moi, alors,
Comment, de quelle façon vous et d'autres, effectivement, vous êtes engagés? C'est quoi? C'est faire des pétitions, faire de l'information? Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Moi, je suis enseignante, entre autres. Hein, j'ai fait aussi l'école hôtelière de Lausanne, mais j'ai toujours aimé transmettre les choses. C'est vraiment une volonté de partager les informations dont j'ai connaissance. Et alors, ça n'a pas loupé. Moi, c'est plus de la transmission. C'est des conférences, c'est des vidéos, c'est des publications sur Facebook. Parce que les vidéos, c'est assez nouveau. Ça a commencé vraiment avec le Covid-19. J'avais déjà fait quelques conférences sur la monnaie, la création monétaire. Mais je ne m'illustrais pas, je ne m'affichais pas dans des vidéos auparavant. Je préférais faire des publications simplement comme tous les citoyens sur les réseaux sociaux, tout en assistant à des conférences, tout en faisant des forums, en allant au Forum social mondial en 2016, en suivant les travaux du CADTM, le comité d'abolition des dettes illégitimes, donc de Éric Toussaint en Belgique. Oui, donc c'était vos engagements citoyens. Je voulais comprendre le mécanisme, je voulais comprendre comment certains peuples étaient pauvres et le restaient, et puis comment d'autres pouvaient avoir l'ascendant sur ces autres populations, sur ces autres pays. Je voulais comprendre un petit peu les enjeux géopolitiques mondiaux. Et quand le Covid a éclaté, les mesures qui ont suivi, je me suis dit que là, il fallait que je donne mon avis quand même sur la question, avec les informations que j'avais. Et étonnamment, cet avis a été partagé de multiples fois et a éveillé certaines consciences. Et a aussi participé de ce mouvement d'éveil, en fait, d'envie de s'approprier l'information, sans passer par les canaux traditionnels, les canaux subventionnés. Alors comment réagit la plupart, alors en Suisse c'est quand même intéressant de voir comment réagit les médias suisses en général, les médias, on ne va pas parler mainstream ou pas mainstream, mais quand même, est-ce que en général il y a eu des consignes très suivies? Est-ce que par exemple, comme en France on considérait, est-ce que par exemple en Suisse, je ne vais pas rappeler, mais notre président avait dit à un moment donné dans une interview devenue célèbre dans le Parisien, je ne dis pas moi j'emmerde les non-vaccinés, mais j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. Très envie de les emmerder, ouais. Non, nous, on n'a pas eu ces provocations. La Suisse est plus sobre, plus pudique, je dirais. Nos dirigeants sont moins provocateurs, sont moins humiliants, ce qui permet d'avoir un pays quand même stable politiquement, même si de nombreuses consciences se réveillent, comme on l'avait dit avant. Oui. Mais les frontières étaient quand même fermées, officiellement. Oui. Ce qui est assez drôle, et je voulais le relever, c'est que j'ai pris l'avion le 20 mars, pour aller à Paris depuis Genève, et il n'y avait aucun problème de frontières par les airs. Ah oui, le 20 mars, alors ça faisait 3 jours juste après les fermetures de frontières. Or, par voiture, c'était impossible de franchir la frontière si on n'était pas travailleur frontalier. Alors donc il y avait deux poids deux mesures intéressants. Ouais. Et je me rappelle aussi d'une autre petite anecdote en 2021 où les boîtes de nuit, les discothèques avaient été fermées sur ordre de l'OFSP, donc c'est l'Office fédéral de la santé publique en Suisse, parce que il y avait des contaminations plus importantes selon leurs études dans les boîtes de nuit. Or, 2 jours ou 3 jours plus tard, un erratum a été émis par l'OFSP en disant que c'était pas du tout dans les boîtes de nuit le problème, c'était dans les familles que la contamination se faisait le plus. Mais pour autant, ils n'ont pas rétrogradé, ils n'ont pas rétropédalé, ils n'ont pas réouvert les boîtes de nuit pour harmoniser les mesures avec la France. D'accord. Qui s'était réunie avec les dirigeants de Genève pour bien harmoniser, pour pas qu'il y ait trop de jaloux en fait entre des deux côtés de la frontière. D'accord. Chloé Framery, on va continuer cette discussion très intéressante dans un instant sur Sud Radio. Réagissez au 0826 300 300 et prenez la parole en direct dans Berkov dans tous ses états dans un instant. Berkov dans tous ses états, le fait du jour. De retour sur Sud Radio avec Chloé Framery qui publie un livre coup de poing, La Suisse au cœur, biographie d'une résistante des années 2020, André Berkov. Alors on est toujours avec Chloé Framery, justement, on parle de cette période quand même, hein. Elle est récente, hein. On a l'impression que c'est déjà la préhistoire, mais c'est pas la préhistoire, et ça continue d'ailleurs, on annonce d'autres vagues, d'autres campagnes, d'autres pandémies ou d'autres vaccins. Mais en attendant, Chloé Framery, j'aimerais savoir ce qui s'est passé du côté des médias et de comment on vous a traité, parce que effectivement d'ailleurs il y avait que des complotistes, des sulfureux, de l'extrême, etc. Alors comment ça s'est passé pour vous? Alors effectivement, les anathèmes ont commencé à pleuvoir à partir de cette vidéo que j'avais faite le 13 avril 2020 devant le bâtiment de Gavi, l'Alliance vaccinale. Le Temps, notamment, et ID News. Vous aviez interpellé, c'est ça, disons
apparemment, cette vidéo avait dérangé la médiasphère, puisque de nombreux articles ont commencé à être émis sur mon compte, mais pas des articles qui relayaient le contenu de ce que je dénonçais, pas du tout. Des articles qui me traitaient de complotiste, de sulfureuse, d'extrême droite, alors que j'ai jamais été de droite de ma vie, de Colibet que vous connaissez maintenant, et qui ont été attribués à toutes ces personnes qui n'allaient pas dans le sens du discours officiel. Au lieu de démonter, de débunker, comme ils le font de temps en temps, le fact-checking, normalement c'est à ça que ça sert, les infos que je donne... Certains fact-checking, oui, qui sont plutôt des fake-checking. Je reprends leur... leur langage. Leur langage à eux. Mais ça vous a... Alors ça m'a affecté, évidemment, puisque mais je suis quand même sensible, et se faire insulter sur papier et sur les médias en ligne, partout, sur Wikipédia, Conspiracy Watch. Vous tapez mon nom. Je n'ai plus trouvé de travail depuis le licenciement que j'ai eu en 2022. On vous a licencié à cause de ça ou pas? Ça a renforcé la volonté de me licencier, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la CICAD, l'antenne c'est comme la LICRA en France, mais chez nous, ça s'appelle la CICAD, Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation, m'avait déjà signalé, entre guillemets, au département de l'instruction publique, après une vidéo que j'avais faite avec Dieudonné en mai 2019 sur la création monétaire des banques, sur l'historique de la monnaie. Et donc, il était intolérable pour eux d'avoir une enseignante, une fonctionnaire qui s'affiche avec Dieudonné. Donc, un courrier était parti immédiatement en direction du DIP. Et les procédures ont commencé à la fin 2019, donc avant le Covid, pour essayer de me licencier. Et donc le Covid, ce que vous avez, votre prise de position pendant le Covid, n'a pas renforcé. Et vous avez été licencié. Chute. Et j'ai été licenciée en septembre 2022. Tout en voyant un rapport qui disait que mes compétences professionnelles étaient à l'unanimité reconnues, etc. Donc c'était vraiment un licenciement politique, avec des raisons qui ne sont pas de l'ordre de mon enseignement, mais plutôt de ce que je diffuse et de ce que je donne comme information. Et depuis, vous avez retrouvé du travail ou pas? Non, je n'ai pas retrouvé de travail, parce que, comme je vous le disais avant, les médias m'ont tellement sali, m'ont tellement traîné dans la boue depuis ces années, plus de 300 articles, que je suppose que quand on tape plus de 300 articles qui vous concernent, qui sont directement, qui me pointent directement, célébrité, qui me ciblent directement, chèrement acquise. Non, mais alors, Chloé Framery, je voulais savoir. Non consenti. Nous sommes en 2025, nous sommes en octobre 2025, et jusqu'ici, vous n'avez pas retrouvé votre job d'enseignante. Dans mon emploi d'enseignante dans une école, ni privée ni publique, mais toute chose a un bon côté. Ça me laisse quand même de la liberté, même si je n'ai plus de revenus. Mais je vends mon livre et j'ai des soutiens. Ça me laisse une liberté d'agir, d'action. Je n'ai pas de pression. Enfin, j'en ai tout le temps, mais je veux dire, je n'ai pas de pression institutionnalisée. Je n'ai pas de sponsor, etc. Je fais tout toute seule. Donc, ça me permet d'être vraiment en alignement avec mes valeurs. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, à mon avis. Et je pense que perdre son travail pour ces raisons-là, ça n'est pas vraiment une catastrophe, finalement. C'est quelque chose d'étonnant, je ne pensais pas. En même temps, il faut que vous ayez justement des personnes qui vous aident, parce qu'il y a des gens qui perdent leur travail et qui se retrouvent sous les ponts. Alors effectivement, de l'aide, mais surtout ce livre que quand même que j'ai le mis livre, un an il faut en parler. Oui. Et qui relate, en parler, c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes là, j'en parle. Et qui relate ce parcours. Le livre de Chloé Framery. Pour vous montrer aussi que la Suisse n'est pas forcément l'Eldorado démocratique et neutre qu'on peut imaginer. Que là-bas, la censure est la même que chez vous en France, que les pressions sont les mêmes, que les politiciens sont interpellés par des entités qui ne sont de nouveau pas élues, par des associations par exemple comme la CICAD, et qu'elles agissent en fonction des desiderata de ces gens-là. Voilà, je suis contente de l'avoir vécu, même dans ma campagne électorale, parce que je me suis présentée au Parlement suisse en 2023, et j'ai vu à la fois la censure, à la fois la diffamation, s'orchestrer de façon assez impressionnante, spectaculaire, à savoir que je n'ai pas été invitée au débat, que j'ai gagné une plainte pour non-représentation, pour manque de fidélité de représentation des événements auprès de la télévision nationale, la RTS, et que, par exemple, quand on a voulu coller nos affiches sur le tramway, puisque je n'étais pas invitée au débat, eh bien, on nous a rétorqué au TPG, Transport Public Genevois, que la colle des affichages n'était pas conforme. Intéressant. Donc, on se dit, prétexte intéressant. D'accord, vive la Suisse. Il y a un plafond de verre. Il y a un plafond de verre, mais je préférais le vivre moi-même
pour pouvoir en parler ensuite. Alors justement, ce livre, je vous conseille vraiment de le lire. Ce livre raconte cette histoire, raconte tout ce que vous avez vécu. D'ailleurs, c'est passionnant, tous les gens que vous avez rencontrés, que ce soit en Europe ou ailleurs, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, et on voit ce qui se passe aujourd'hui avec la nomination de Robert Kennedy Jr. aux États-Unis au ministère de la Santé, et pas seulement sur le Covid, mais sur la malbouffe, etc. Il y a vraiment un nouveau consensus, en tout cas un retour de balancier qui s'opère. Et vous, donc ce livre, on le trouve où? On le trouve sur mon site, lasuisseaucoeur.ch, tout attaché. Oui. Et nouvellement, j'ai fait une version audio sur la clé USB qu'on peut aussi commander sur le site lasuisseaucoeur.ch. Et bientôt, il sera aussi en librairie aux éditions Marco Pieter Résurgence à partir du 12 novembre. D'accord. Avec un autre titre. Ça s'appellera La plus belle démocratie du monde, point d'interrogation, l'histoire d'une résistance suisse des années 2020. Vous doutez de la démocratie suisse? C'est grave. Moi, je l'expérimente. Ouais. Et je vous laisse en tirer les conclusions. Ouais. Chloé Framery, très très intéressant. Je crois que vraiment, j'invite en tout cas les auditeurs, les résistants de Sud Radio à lire votre livre, parce que voilà, c'est un combat, et la vie c'est un combat, et je dirais la liberté surtout, je rappelle, est un sport de combat. Merci Chloé Framery. Oui, merci d'être venu sur Sud Radio. Dans un instant, André Berkoff, nous allons parler du verdict du procès du meurtre de Lola, qui va tomber dans l'après-midi. À tout de suite, restez avec nous. Le journaliste Amaury Bucco va nous éclairer. Il est actuellement en direct de la Cour d'assises de Paris.